sommaire de cette édition, Robert Mugabe, l'ancien président zimbabwéen qui a dirigé son pays de 1980 à 2017, est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. Au Cameroun, c'est ce vendredi que s'est ouvert le procès de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et de ses co-accusés. Et puis, au moins 42 personnes sont mortes suite aux inondations au Niger, où les précipitations sont importantes lors de la saison des pluies. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, héros de l'indépendance qui a dirigé son pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans. L'annonce de son décès a été faite ce vendredi par le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. L'ancien dirigeant zimbabwéen Robert Mugabe, dont le décès à 95 ans a été annoncé ce vendredi par le président Emmerson Mnangagwa, était un des derniers ex-chefs d'État africains encore en vie à avoir lutté pour l'indépendance de son pays avant de le diriger. Le commandant Robert Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix, a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un tweet. Lorsqu'il a pris les rênes de l'Est-Rhodésie, devenue indépendante en 1980, Robert Mugabe a séduit. Sa politique de réconciliation au nom de l'unité du pays lui vaut des louanges générales, particulièrement dans les capitales étrangères. Vous étiez mes ennemis hier. Lâché par l'armée et son parti, Robert Mugabe, qui a été contraint à la démission en 2017, a laissé un pays englué dans une profonde crise économique qui ne cesse d'empirer. La Chine a salué ce vendredi en Robert Mugabe, un dirigeant d'exception dont Pékin fut l'un des rares alliés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également salué un champion de la lutte contre le colonialisme. Les habitants de Harare réagissent après le décès de l'ancien président Robert Mugabe, héros de l'indépendance. En tant que dirigeant, la seule chose faite de mal, c'est d'être resté aussi longtemps au pouvoir. Et c'est la seule chose qui n'était pas juste, à mon avis. C'est notre ancien président et nous a libérés des colonialistes tout en nous donnant des terres. L'ancien président Robert Mugabe est une icône révolutionnaire et pour moi, de parler un anglais correct, c'est grâce à notre ancien président. Au Soudan, la liste des membres du tout nouveau gouvernement de l'après Omar el-Béchir a été publiée ce jeudi soir par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Ce premier gouvernement est issu de l'accord de partage du pouvoir entre les civils et les militaires. Le premier gouvernement soudanais depuis la chute d'Omar el-Béchir a été dévoilé ce jeudi par son chef Abdallah Hamdok. C'est une étape majeure du processus de transition qui prévoit la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil. Annoncé en conférence de presse, le gouvernement est composé de 18 membres, dont 4 femmes, notamment la ministre des Affaires étrangères Asma Mohamed Abdallah. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle ère. Si nous réussissons bien à la gérer, cela ouvrira la voie à la reconstruction d'un Soudan dont nous serons tous fiers. Un Soudan qui respecte la diversité, un Soudan bon, démocratique. La principale priorité du gouvernement de transition est de mettre fin à la guerre et de construire une paix durable. Les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord sont les normes relatives au professionnalisme et en particulier à la représentation des hommes et des femmes. Les femmes de mon pays qui ont participé à la révolution, qui étaient au premier rang et dont le nombre était encore plus élevé que celui des hommes. L'un des premiers défis de ce nouveau gouvernement sera de relever l'économie d'un pays ayant notamment souffert de 2 décennies de sanctions américaines.
Je le disais en titre, au Cameroun, c'est en principe ce vendredi que s'ouvre le procès de l'opposant Maurice Kamto et de ses co-accusés. Ils seront jugés par le tribunal militaire de Yaoundé. Écroué depuis janvier, l'opposant Maurice Kamto est jugé à partir de ce vendredi avec 90 partisans pour hostilité contre la patrie, rébellion et insurrection par un tribunal militaire à Yaoundé. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018, il encourt théoriquement la peine de mort, même si elle n'est plus appliquée dans le pays. Dès l'aube, ce vendredi, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé aux abords du tribunal militaire où l'opposition a appelé ce mercredi les Camerounais à venir massivement. Ce procès, qui suscite critiques et inquiétudes dans la communauté internationale, s'ouvre dans un pays longtemps considéré comme un îlot de stabilité en Afrique centrale, où le président Paul Biya, qui règne depuis 36 ans, est de plus en plus contesté et confronté à d'autres crises telles que la rébellion séparatiste des anglophones à l'ouest et la recrudescence des attaques de Boko Haram au nord. Depuis la proclamation de la victoire de Paul Biya l'an dernier pour un 7e mandat consécutif, des manifestations pacifiques sont organisées dans plusieurs villes du pays par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, qui estime avoir remporté l'élection. C'est à l'issue d'une de ces marches que le leader de l'opposition et des centaines de partisans avaient été interpellés par les forces de l'ordre fin janvier. Au moins 42 personnes sont mortes suite aux inondations au Niger, où les précipitations sont importantes lors de la saison des pluies. On estime que le niveau des eaux grimpe d'environ 10 cm par jour. D'importantes quantités de pluie sont tombées sur le Niger et ont provoqué des inondations. En quelques jours, la cote d'alerte des eaux est passée à 638 cm, du jamais vu à Niamey depuis 50 ans. Les quartiers de Saga, Kirkisoy et Sagia sont les plus menacés par les eaux. Selon les autorités, au moins 5000 maisons ont été détruites par les inondations, laissant plus de 65 000 personnes en situation vulnérable. Le gouvernement pense à relocaliser des milliers de sans-abri. Mais alors que le pays est en pleine saison des pluies et qu'il a déjà dû faire face à des inondations, l'Organisation mondiale de la santé met en garde contre le risque d'une épidémie de choléra, une maladie d'origine hydrique. Les services météorologiques indiquent que des averses pourraient encore être enregistrées durant tout ce mois. Les conditions météorologiques extrêmes sont un phénomène courant au Niger. L'année dernière, une sécheresse suivie de graves inondations a entraîné des pénuries alimentaires. Une crise qui a été exacerbée par l'insurrection de Boko Haram dans la région pendant une décennie. Le lâchage des eaux du barrage de Séléngué au Mali risque d'aggraver la situation. On dénombre au moins 10 morts, dont un étranger, dans les violences xénophobes qui ont enflammé l'Afrique du Sud ces derniers jours. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a jugé injustifiables les attaques et pillages. Le calme semble de retour en Afrique du Sud, où au moins 10 personnes ont été tuées dans les violences xénophobes. Une d'entre elles est étrangère, d'après le chef de l'État, dans une intervention radio-télévisée à la Nation. Cyril Ramaphosa a précisé que 423 personnes avaient été arrêtées dans la région de Johannesburg, épicentre des attaques xénophobes. Pour l'autorité, il est temps de relever directement et honnêtement les défis, non en recourant à la violence, mais en dialoguant. La pauvreté et le fort taux de chômage font de l'Afrique du Sud, pourtant première puissance industrielle du continent, le théâtre régulier de violences xénophobes. Cette semaine, les attaques ont provoqué la colère de plusieurs pays africains, comme le Nigeria, la Zambie, où des habitants s'en sont pris à des intérêts sud-africains. La présidence nigériane a annoncé vouloir travailler avec Pretoria pour trouver une solution aux violences xénophobes qui se sont propagées en Afrique du Sud après des jours de tension entre les deux grandes puissances économiques du continent.
Dans une homélie prononcée dans un stade plein à craquer de la périphérie de Maputo, le pape François, en visite au Mozambique, s'est insurgé ce vendredi contre la vengeance. On ne peut pas penser à l'avenir, construire une nation, une société fondée sur l'équité de la violence, a-t-il martelé, devant quelques 60 000 fidèles, selon les organisateurs. S'exprimant en portugais, le pape argentin leur a dit de ne jamais suivre l'ancienne loi du talion, symbolisée par l'expression œil pour œil, dent pour dent. Aucune famille, aucun groupe de voisins, ni aucune ethnie, encore moins aucun pays n'a d'avenir si le moteur qui unit se compose de vengeance et de haine, a dit le pape, qui a dénoncé la planification de représailles sous des formes apparemment légales. Peu de temps après son indépendance en 1975, l'ex-colonie portugaise a sombré dans une guerre civile meurtrière jusqu'à la signature d'un traité de paix en 1992. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. Au Cameroun, c'est ce vendredi que commence au tribunal militaire de Yaoundé le procès de Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, et de ses co-accusés. Tribunal militaire, le procès État du Cameroun contre Kamto et compagnie s'ouvre ce jour, rapporte en titre le tri-hebdomadaire régional du centre, sud et est du Cameroun et Singan. Info Matin, lui, explique à sa une que le président du MRC et ses co-accusés qui seront face au tribunal militaire seront poursuivis pour insurrection, hostilité envers la patrie, rébellion et terrorisme. Pour le quotidien camerounais Le Messager, le procès qui s'ouvre ce jour est celui de toutes les incertitudes. Le Jour qui apprécie les choses autrement parle de son côté du procès de la honte. Pendant ce temps, le tri-hebdomadaire régional du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, qui a interviewé l'avocat maître Claude Assira, propose à travers ses colonnes les enjeux du procès de l'opposant Maurice Kamto. Au Sénégal, nombreux sont les journaux parus ce vendredi qui se sont intéressés à l'orientation des nouveaux bacheliers. Le quotidien sénégalais Le Soleil nous apprend que tous les nouveaux bacheliers seront orientés dans le public. Sur le sujet, Vox Populi affiche en titre « Fin de l'opération Maki Family, l'État sèvre brutalement les établissements privés ». Le Canard annonce que les 57 130 nouveaux bacheliers seront tous orientés dans les universités publiques et précise que le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé une batterie de mesures d'accompagnement pour permettre aux universités publiques d'absorber tous les bacheliers. C'est ce que Enquête Plus traduit à sa une par les mesures de Tchèque Ouma Anne. L'État tourne le dos au privé, nous donne à lire le quotidien qui rappelle que les établissements privés étaient habitués à recevoir de nouveaux bacheliers depuis 2013, ce qui leur a permis de récolter de l'État quelques 44 milliards de francs CFA. Ce que résume explicitement en manchette Sud Quotidien, qui affiche en gros titre « Année académique 2019-2020, orientation des bacheliers, l'État abandonne le privé ». Restons au Sénégal où certains tabloïds ont également parlé du dialogue politique national en cours. Le Soleil rapporte ce vendredi que les débats coincent sur le bulletin unique et le statut du chef de l'opposition. Le quotidien nous donne à lire à sa une « Statut du chef de l'opposition, dialogue sans issue ». Fin de cette revue de presse. Agréable week-end à chacun et à tous. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.